Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On va faire un petit essai avec mon collègue Frédéric. Bonjour Nicolas, on t'entend très bien. Nickel. Parfait. Bon, bah, merci d'être là en backup, Frédéric, si jamais il y a un petit souci. Euh, Aujourd'hui, donc quatrième étape, quatrième partie de ce webinaire dédié à l'industrie 4.0. On va attendre progressivement que le nombre de participants se complète par rapport à la liste d'inscrits. Donc soyez les bienvenus. Nous espérons que tout va pour le mieux en cette période de confinement. Tout va pour le mieux pour vous. On est content de partager ce moment avec vous. C'est un peu de préparation, mais c'est intéressant parce que ça nous fait progresser, ça nous fait regrouper un certain nombre d'informations dans le monde Festo. Et puis ça nous amène à partager avec vous. Alors bien sûr, on se rend bien compte qu'avec les questions que vous posez, on essaye de répondre. Mais il nous faut peut-être aller un peu plus loin aussi sur ces modalités d'échange. Donc voilà, peut-être qu'il y ait le début d'une communauté où on pourra ensuite continuer à échanger via un forum, etc. Pour l'instant, c'est plutôt nous vers vous, avec le plaisir de recevoir quelques retours et quelques questions. Aujourd'hui, j'aurai un document à partager avec vous. Euh, je suis allé chercher des informations chez mes collègues allemands, chez mes collègues italiens, discuter aussi avec les collègues canadiens, avec mes collègues de Festo France, bien sûr. Bon, aujourd'hui, Simon Collin, qui était avec moi sur les 3 premiers épisodes, n'est pas là. Un petit temps de repos pour ce qui le concerne. Mais n'ayez crainte, il sera de retour pour la suite des événements. Bonjour Hervé, Bonjour, notre bonjour. collègue Hervé, voilà, Festo France se joint à moi. Merci Hervé d'être avec nous. Donc Hervé sera mon comparse là à un moment donné. J'ai prévu de faire une petite interview en live. Donc merci d'être là. Le sujet, c'est l'industrie 4.0 et les compétences. Ou plutôt, quelles compétences pour le développement de l'industrie 4.0. C'est un vaste sujet. Hein, je vous rappelle qu'on arrive à ce stade sur le 4e épisode. C'est pas rien. On est bien content de vous retrouver. On a eu une petite série avec tout d'abord l'introduction à l'industrie 4.0. On a essayé de passer un premier message qui est l'industrie 4.0, ce n'est pas que la somme de briques technologiques. On a ensuite eu le 1er avril, c'était un petit peu l'objet là des petites images pour rigoler. Le 1er avril, on a eu un webinaire sur la nécessité de démarrer en fait cette transformation avec un point de départ bien établi. On a mis l'accent sur la notion de diagnostic et on a relaté un petit peu comment utiliser le référentiel du VDMA. Euh, Ensuite, le 3e webinaire nous a amené à parler de l'autre continuité numérique. Donc ça, c'est un parti pris de Festo. C'est cette continuité numérique plutôt verticale. Et du coup, ça nous a permis de parcourir un certain nombre de briques technologiques. Et aujourd'hui, on est sur le sujet des compétences. Alors, qu'est-ce qu'une compétence? Vaste sujet. On essaye quand même de structurer un petit peu notre réponse pour vous donner une vue claire. C'est une combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être. On a nécessairement une partie habilité, mise en œuvre, savoir-faire, que l'on va plutôt relier à l'usage de la main, par exemple, mais ce n'est pas exhaustif ou uniquement de ça dont il s'agit. On a aussi, et on l'oublie peut-être assez souvent, euh, nécessairement des références à des valeurs que l'on a de manière intrinsèque, qu'on s'est construit de par son évolution personnelle, son enveloppe culturelle, son enveloppe sentimentale, privée. On a plusieurs enveloppes comme ça et ça nous constitue des valeurs.
qui sont caractérisés souvent par nos attitudes. Et ça, c'est plutôt le côté cœur, on va dire, pour essayer de simplifier et vous donner des images qui vous marquent. On a aussi l'aspect connaissance, et là, nettement, on va parler du cerveau. On va parler du cerveau, ce que l'on doit retenir, se rappeler des terminologies, mais aussi peut-être des étapes d'un processus. Et il y a une partie motivation. Partie motivation, c'est l'énergie que l'on a en soi qui s'active parce qu'on est dans un environnement, un contexte qui nous le permet. Alors, vous le voyez, une compétence va nous permettre d'aller de l'avant, tel que c'est représenté sur la diapositive. Ça va nous permettre, toutes ces combinaisons, tous ces éléments vont nous permettre effectivement de réaliser une action, de la reproduire avec efficacité, avec adaptation possible dans différents environnements. Alors encore faut-il que l'on ait la permission d'agir dans cet environnement-là, c'est une condition sine qua non, sinon effectivement si c'est interdit de le faire, on sera bloqué, on ne pourra pas développer et affirmer cette compétence-là. Donc ça, c'est déjà un premier élément, la définition de ce qu'est une compétence. Donc à retenir que c'est une combinaison d'au moins 3 ou 4 éléments, savoir, savoir-faire et savoir-être. Quand on réfléchit un petit peu à la notion d'industrie 4.0, assez rapidement, on se rend bien compte que derrière tout ça, il y a des notions d'automatisation, de robotisation, surtout quand on pense à l'industrie. Et je trouve que cette image résume bien la situation. Vous êtes embauché, et ça, c'est l'homme qui s'adresse au robot. Et quand on compile un petit peu la littérature sur ce sujet-là, on trouve aussi des informations assez précises sur la probabilité que le robot remplace l'homme. Cette automatisation jusqu'à remplacer l'homme. Et cette image, ce diagramme montre une probabilité que l'on voit donc très élevée sur la partie droite pour un certain nombre de jobs. Donc, je passerai un petit peu les détails, mais il peut très bien y avoir pilote de ligne, comme traducteur, comme juriste pour décrire des contrats, et il se trouve que un certain nombre de systèmes peuvent arriver à automatiser tout ça. Et à terme, donc, prendre la place de l'homme. Du coup, on a d'un côté ces compétences avec des valeurs et attitudes et un élément aussi relié aux motivations qui se trouve atteint, très clairement, très naturellement, je dirais. Parce que comment aller vers l'industrie 4.0? Comment développer des compétences quand assez rapidement, en termes de valeurs, attitudes et motivations, on se trouve face à l'idée que finalement ce que l'on fait va peut-être nous amener à couper la branche sur laquelle on est assise et peut-être nous amener à être remplacé par un robot. Donc, comment trouver notre place? Comment comprendre et assimiler que finalement l'industrie 4.0, c'est peut-être un peu plus que ça. Donc là, j'espère que m'avez bien suivi et qu'on a bien posé le décor en disant, voilà, il y a des compétences, mais cette transformation digitale qui est en trame de fond, elle va quand même être embutée sur, en particulier, ces problèmes-là qui touchent au cœur et à l'énergie. Donc, si on n'a pas de cœur et pas d'énergie, on n'ira pas très loin. Alors, replaçons-nous dans un cadre de référence assez connu, celui de l'Alliance pour l'industrie du futur. Donc là, j'essaie d'utiliser des éléments qui sont connus et reconnus. Ce cadre-là, il nous donne, au-delà de ce qu'on a vu, le référentiel du VDMA qu'on a vu sur la partie 2, il nous donne un éclairage un peu plus large. Et c'est ça qui est intéressant, que je voulais partager avec vous. Il nous dit donc, comme vous le voyez à l'écran, que il y a effectivement des branches techniques, je dirais, des branches, en fin de compte, reliées à la technologie. Vous voyez ici donc une grosse partie du référentiel, parce que ça c'est censé représenter les éléments qui constituent l'industrie du futur. Donc vous voyez qu'il y a une grosse partie qui est liée effectivement à des technologies de production avancées, des technologies appliquées à la production et avancées. Il y a aussi des objets connectés, on en a parlé, on a commencé à en parler, c'est là une des premières caractéristiques
cette vulgarisation, cette accessibilité pour cette technologie, ces nouvelles technologies, cette capacité à traiter de l'information, à générer de l'information et à la communiquer. Donc, vous voyez, ça fait encore un petit pavé lié à la technologie. Et si je me tourne là sur le côté droit, il y a aussi usines et îlots connectés, pilotés et optimisés. Donc, vous voyez que sur ce périmètre, qui est censé regrouper tous les éléments caractérisant de près ou de loin l'industrie du futur, il y en a bien une bonne moitié qui, il est vrai, est en fait relié aux aspects technologie. Cependant, et c'est ça qui est intéressant avec ce, ce schéma, c'est qu'il y a tout autour une myriade, peut-être pas, mais un nombre important d'éléments qui sont au-delà de la technologie. Et tout ça, ça s'entremêle, ça s'entrecroise, ça s'entrecoupe. Ce sont des applications dans Ouais. l'entreprise qui sont à différents niveaux. Et on a Au notamment... jeudi, hein. Jeudi 23 ou mercredi 22, enfin ça dépend. En tout cas, la semaine prochaine. Attention, il y a un micro qui est ouvert et il faut faire attention. Vélina. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a, outre la technologie, des nouvelles approches au travail, des nouvelles organisations. On peut donc regarder l'aspect relation client et fournisseur intégré. Ça nous amène déjà vers cette notion de relation avec le client et le fournisseur, les discussions, les intégrations, les systèmes d'information qui ont pu porter cette démarche. On a aussi des nouveaux modèles économiques qui se développent. On a une nouvelle approche aussi de l'homme au travail. Donc, la technologie, mais pas que la technologie. Ce qui veut dire qu'en termes de compétences, il faudra pas se laisser bloquer ou simplement se restreindre aux aspects de technologie. Alors, de quel type de compétences parlons-nous pour essayer de bien comprendre comment, enfin, on va essayer de les catégoriser un petit peu. Et donc, je vous propose cette vue qui nous donne 4 types. Alors, vous avez les compétences professionnelles, c'est qui sont liées à un métier. Ces compétences professionnelles sont des fois très pratiques, peuvent être manuelles, mais pas toujours, peuvent être liées à la coordination, liées à votre métier, du management peut-être. Il y a un certain nombre de compétences méthodologiques où vous avez donc plutôt là une liaison avec un processus, un cycle, des séquences, des étapes à enchaîner et à enchaîner peut-être de manière assez systématique. Enfin, ça sera aussi là une autre compétence de savoir un certain niveau de compétence que de savoir l'ajuster, hein, votre processus à votre environnement. Et puis on touche à des compétences qu'on appelle un peu plus comportementales et soft. Ce sont celles qui vous sont propres, personnelles. Cette capacité à vous remettre en question, à décider, à assumer les responsabilités, à trancher, appréhender aussi la complexité par exemple. Et il y en a d'autres qui sont, donc ça c'est qui sont propres à vous et d'autres qui vous amènent aussi à la relation avec vos collègues et compétences sociales. Donc là, est-ce que vous savez communiquer? Est-ce que vous savez travailler en groupe, réseauter? Donc ces différentes compétences-là, hein, donc si les compétences techniques sont plutôt celles qui sont liées aux aspects professionnels, vous voyez que quand je vous disais que l'industrie du futur, c'est pas que ça, ça veut dire que nécessairement les autres vont devoir aussi suivre et évoluer. Donc ça nous fait quand même un panel assez large potentiellement de compétences pour servir l'industrie 4.0. Alors, je me suis posé la question, mais comment je vais pouvoir trouver et sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour étayer la démarche qui suit. Et je me suis dit, bah, regardons aussi ce qui se fait dans le monde de Festo. Et je suis allé piocher aux États-Unis. Festo est en fait partenaire d'une coalition, hein, d'acteurs de la qualification et de la certification. Et comme vous voyez à l'écran, 13 partenaires donc industriels participent à des actions, puisque des actions, des programmes de certification. Et c'est une
bonne image, je trouve, parce que vu qu'on a quand même 141 000 étudiants qui sont concernés, par lesquels qui utilisent ces programmes-là, c'est que ça fait quand même référence. Ça fait 255 000 certifications distribuées, c'est quand même pas rien. Festo fait partie de ça, donc on est une partie de ça, et on est surtout le partenaire pour l'industrie 4.0. Et qu'est-ce que j'ai relevé? C'était quelque chose qui m'a semblé, qui m'a semblé de prime abord plutôt une vue technique et verticale. Mince, alors on était en train de me dire, de nous présenter que l'industrie 4.0, ça venait au-dessus, au top des autres compétences technologiques. Alors, effectivement, est-ce que on pouvait voir cette approche-là de manière, je dirais, uniquement technique? Est-ce que c'est possible de... Donc, est-ce que c'est possible de voir comme un empilement, l'industrie 4.0 comme un empilement de technologies? Est-ce qu'on apprend effectivement à travailler avec différentes interfaces homme-machine? Est-ce que, comme vous le suivez sur la vidéo, est-ce que on regarde différentes fonctions d'un système, on apprend à utiliser le MES, qu'est-ce qui se passe sur la communication? Est-ce que effectivement il s'agit d'empiler les compétences techniques comme ça et de cumuler, de cumuler, de cumuler, de cumuler tout ce qui peut se faire de mieux avec les technologies dont nous disposons? Est-ce qu'il s'agit simplement de ça? Bien, vous voyez qu'on peut, en fin de compte, sur l'exemple, un système didactique Festo, on peut cumuler pas mal de choses. Hein, et c'est effectivement ce qui se passe dans l'industrie. Assurément, toutes ces fonctionnalités existent, comme le pick by light, bien sûr, comment l'utiliser, comment le mettre en place. Il y a d'autres modules, la vision, traiter la vision, la mettre en place, traiter les échanges d'informations, etc. Est-ce qu'il faut savoir tout faire tout ça? Est-ce qu'il faut savoir faire tout ça? Alors, je vais revenir sur mon diaporama, et je peux déjà vous dire que quand j'ai regardé plus précisément, en fin de compte, les programmes qui étaient diffusés, eh bien, en fin de compte, au lieu d'être vraiment au top et réservé à une élite, on parlait plutôt d'approche graduée, c'est-à-dire que l'industrie 4.0 était en fin de compte distillée suivant les niveaux auxquels ces programmes s'adressaient aux États-Unis, et c'est pareil aussi dans bien d'autres pays en France, et on a commencé la même chose aussi bien d'autres pays dans le monde, et on a commencé la même chose en France, c'est en fin de compte quelque chose qui va en parallèle de la technologie. La technologie, les fondamentaux sont nécessaires, mais il faut prévoir donc ici une progression dans le développement des compétences autour de l'industrie 4.0, et assurément, si, voilà, ici c'est de la référence à la taxonomie de Bloom, qui permet donc de graduer les niveaux de compétences, assurément, si on fait un peu le parallèle avec ce qu'on connaît, en particulier nous chez Festo, avec déjà un premier profil de clients, de relations que nous avons chez nos constructeurs de machines, ces fameux OEM, eh bien, on voit que dans ce domaine-là, assurément, les aspects techniques vont devoir quand même être assez empilés. On va devoir aller vers de l'intégration multi-technologie encore plus poussée, et c'est assez naturel d'imaginer que il va y avoir donc là un cumul des connaissances techniques à développer. Et donc ce graphe, le petit graphe montre qu'effectivement le poids est plutôt sur les compétences techniques, mais plutôt pour ce profil de client. Si on regarde un autre client, un autre type de client, et là je pense qu'on peut déjà dire qu'on couvre une grande partie de ce qui existe dans l'industrie, les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux, que sont les grands groupes en fin de compte, que ce soit l'aéronautique, de l'automobile, etc. On va se rendre compte qu'en définitive, la vulgarisation de la technologie va permettre du plug and play, et en définitive, on va avoir des niveaux intermédiaires qui vont accéder à ou devoir assumer un pilotage avec plus d'informations accessibles, prendre ce rôle-là. Le rôle d'ingénieur de configuration, de développement, adapter l'industriel, la gestion de ses ressources, leur coordination, va
progressivement, il me semble, non pas disparaître, mais il me semble qu'il va y avoir tendance à être mis sous tension puisqu'il va faire appel à beaucoup de compétences. Et donc, difficile d'avoir un rôle de management et technique, basé sur la technique, et opérationnel, je dirais. Donc, je fais une petite tentative, là, je me dis, tiens, je pense que ça va plutôt être intégré ou être intégré du côté IAM et qu'on aura plutôt du côté end-user des profils avec des compétences plutôt de gestionnaire des opérations. Ils auront à développer, on va le voir, ça recoupe ce que j'ai pu aussi retrouver du côté des collègues italiens. Vous verrez que leurs compétences évoluent. Et là, on voit nettement qu'il s'agit moins de compétences techniques, mais plus de compétences soft, comportementales, qui va permettre à ces gens-là de communiquer, de réseauter et de gérer ces opérations qui seront en fin de compte, peut-être maîtrisées, automatisées, modélisées, suivies par un certain nombre d'intelligences, on va dire, artificielles, au moins humaines, on va dire. Voilà déjà pour un premier retour. Alors, je suis allé gratter encore un peu sur les recherches, les études qui avaient été faites et pour lesquelles on a participé d'ailleurs, Festo Didactique. Je suis allé chercher dans le domaine, sur le site de Ozon Industries. C'est relié avec le domaine de l'Alliance pour l'industrie du futur. Et il y a des fiches comme ça qui existent sur lesquelles vous pouvez déjà commencer à trouver, et c'est ça aussi le but de ces webinaires, c'est qu'on n'est pas là pour vous dire nos vérités, on n'a pas cette prétention-là, que ces vérités soient indiscutables, au contraire, mais par contre, on peut vous aider à glaner, à récupérer, à mettre le doigt sur des informations. Et là, c'est une source intéressante. Et sur les métiers de la maintenance, on voit quoi? On voit que dans leur activité, au quotidien, collecter, analyser et exploiter notamment des ressources de production, hein, donc je parle bien de ressources de production, eh bien, un certain nombre de technologies que l'on a évoquées apparaissent. On parlera déjà, on a noté, enfin j'ai relevé que grâce à tout ça, la planification et l'anticipation des interventions seront, enfin, ça sera plus optimisé. Et commence à parler de maintenance planifiée, préventive, conditionnelle, plutôt que corrective. Donc, on est en train de sortir dans, alors peut-être que ça déplaira à un certain nombre de personnels de la maintenance qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, et j'avoue que des fois c'est satisfaisant que de réparer quelque chose. Et là, il faudra plus être dans l'analyse, le pilotage, le monitoring. Et effectivement, on a des puces RFID qui vont être là de plus en plus. On a du big data qui va naître avec tous je vois Frédéric, je pense à la Yolink. Donc tout ça, ça va permettre de générer des informations. Les systèmes, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, génération 3, donc il y a déjà génération 1, 2, la 3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Réalité augmentée, réalité virtuelle pour arriver à faire des dépannages à distance. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'envoyer des gens à l'autre bout du monde pour faire des choses très, très poussées, trop pointues, voire même dangereuses sur certaines machines. Donc pourquoi pas se faire assister avec tout ça, hein? Il faudra, c'est vrai, des compétences en informatique, en automatisme. Donc on voit que enfin, là j'avance un petit peu par rapport à ce que je vais vous montrer juste après. C'est vrai que le personnel en production sera plus en support, peut-être pour suivre, grâce à l'informatique, faire un peu plus de monitoring. On parle de mécatronique. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure aussi sur la pyramide, c'était le niveau 2. Après les fondamentaux, on a des fonctions intégrées, donc combinant mécanique, électronique, pneumatique, hydraulique, éventuellement, enfin, électromécanique. Donc, il faut comprendre l'enchevêtrement de tout ça, hein, et c'est pas toujours évident, hein. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous se reconnaîtront un petit peu leur entreprise en disant, bah, souvent, on a le bureau d'études mécaniques, on a le bureau d'études automatisme. Bon, là, il va falloir un petit peu harmoniser tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que pour ces métiers de maintenance, hein, il y aura des machines, et c'est vrai, de complexité croissante, hein, mais les responsables vont pouvoir leur travail quelque part simplifié. On sera plus sur le plug and play, et nous, on l'a vécu, on le vit aussi dans l'automatisme. On voit bien qu'on faisait beaucoup plus de maintenance sur des composants d'automatisme. Maintenant, on est beaucoup plus sur plug and play, hein, avec un certain nombre de fonctions déjà pour reconnaître les, les paramètres, paramétrages qui peuvent être assignés à un certain nombre de capteurs ou actionneurs. Donc plus de reporting,
bon, moins de bricolage, et du temps à l'analyse et à l'animation des équipes, hein, anticiper, planifier. Donc ça déjà, ça doit nous interpeller, hein, travailler en équipe plus multiculturelle, pluridisciplinaire et en réseau. Donc on voit quoi? Que les compétences techniques existent, subsisteront, mais qu'il va falloir aussi développer d'autres compétences. Vous avez vu apparaître, pardon, là, juste le terme cybercriminalité. Ça, ce sont des nouveaux enjeux qu'il faudra relever et de nouvelles compétences, comprendre ce qu'il y a derrière les réseaux, les problématiques que ça peut poser quand ceux-ci sont ouverts et en termes de maintenance, maintien de l'activité si des attaques peuvent être proférées contre certaines entreprises et les bloquer, eh bien, il va falloir s'en prémunir. Je reprends ici un exemple de mes collègues allemands qui avaient fait une synthèse pour leurs propres travaux et des clients sur ce que pouvait être, dans le cadre d'une personne dédiée à la maintenance, les compétences à retenir. Alors, c'est qu'un exemple, hein, ça n'a pas la prétention de dire c'est celle-ci qu'il faut avoir à l'esprit et uniquement celle-ci. Mais ce qu'on note, c'est la chose suivante, c'est que, un, il y a du lean encore et toujours. Et ça, c'est vrai que on l'a peut-être un peu négligé ou on a peut-être vu ça, le lean et l'industrie 4.0 comme deux choses différentes. Le lean dans l'amélioration continue et l'industrie du futur plutôt dans la rupture, la grosse modification, la grosse innovation. Eh bien non, il faut nettoyer les données, hein, il faut avoir des choses propres, claires et aussi penser à l'empowerment, c'est-à-dire avoir une mise se mettre en soutien du terrain pour capter les opportunités puisqu'elles vont être multiples et variées en fonction de ce que vont ressentir les opérateurs et techniciens, on va dire. Plus de soft compétences, favorisant l'intégration dans la chaîne de valeur. Et on voit que les barrières entre production et maintenance vont aussi être plus ténues. On distinguera un petit peu moins puisque un certain nombre de choses pourront être automatisées. Donc, ça sera un peu les barrières seront plus souvent tombées, on va dire. Il y a des minima, c'est vrai, à connaître en termes dans les nouvelles technologies, des minima de compétences techniques à connaître. Ça, il y aura nul doute des choses à développer sur la robotique, les senseurs, etc., la RFID. Donc ça, c'est vrai, on ne va pas le nier. Et surtout, et là, on commence à mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est apprendre à apprendre. Pourquoi imaginer qu'on doit connaître toutes les technologies et voilà, on a la mécanique, l'électronique, la pneumatique et on en reste là, on intègre ça. Eh bien non, il y a tout un tas de technologies qui se renouvellent et qu'il va falloir faire avec ça. Donc il va falloir apprendre à apprendre. Du coup, hein, et cette image-là synthétise un travail que nous avons fait en équipe au sein de Festo. Eh bien, vous voyez ces petits post-it, ils sont sur la partie basse, en bas à droite, et surtout sur les social competence. Et voilà, le message est celui-ci, c'est qu'il y a un poids plus important. Ça paraît peut-être incroyable ou inattendu, mais c'est bien le cas. Je continue avec deux autres exemples pris de Osons l'industrie, la production. Donc là aussi, hein, des influences bien notées, client-centrique, du réseau sur l'usine, la présence de simulation ou de jumeaux numériques, par exemple, pour reconnaître un petit peu le fonctionnement de l'usine, le positionnement des stocks peut-être, hein, quand on fera des tracking dans l'entreprise, des moyens de flexibilité, des drones. Hein. On voit des applications. Je croisais à l'école centrale de Nantes un stand et j'ai dit pourquoi il y a des filets autour de ce stand. Ben, on regarde un peu comment avec les drones on pourrait servir des ateliers, des magasins. Bon, c'est sympathique. Des considérations vers l'environnement, tout ça pour vous donner un peu des éclairages sur des nouvelles considérations. On parle de compétences élargies et on parle d'un humain assisté par la technologie. Voilà ce que vous retrouvez dans cette plaquette. Et en fin de compte, on a l'accent sur la partie production qui est porté sur la nécessité d'être dans un espace Learning Factories. Et là, c'est vrai que je vous invite à demander à visiter Scharnhausen, notre usine de Festo en Allemagne, et vous verrez comment on s'y prend. C'est vrai qu'on est plus sur un mode homéopathique, je dirais, pour les formations, par petites bribes, que sur des grands modules de plusieurs heures, plusieurs journées. Donc tout ça, ça doit être intégré dans l'entreprise
pour toutes les tranches d'âge et on remet au goût du jour un certain nombre de choses comme le tutorat, le coaching, le compagnonnage pour connaître des multiples technologies, surtout être en aisance par rapport à ces technologies qui vont arriver et qui vont évoluer. Et puis une dernière aparté sur la supply chain. Alors vous ne savez peut-être pas, mais chez Festo en France, on a en particulier une expertise sur ce sujet-là, on diffuse des certifications. La supply chain, c'est bien cet environnement, ce domaine dans lequel on essaie de coordonner 3 types de flux, information physique, information physique et financier, en particulier physique et financier. C'est là aussi où on a assurément un réseau d'acteurs, de partenaires qu'on essaie d'intégrer. Et pour cela, cette notion d'intégration qu'on retrouve dans l'industrie du futur était déjà présente. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu que vit la supply chain actuellement, comment elle se transforme, que ça peut être quelque chose de menant en termes de compétences. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé qu'on insistait pas mal sur le sujet de la systémique. Et la systémique, ça me paraît important. C'est en l'occurrence ce qui va faire que 1 plus 1, ça fera pas 2, ça pourra faire 0 ou 3 en fonction des synergies. Et c'est vrai que dans un système, il y a des forces en présence qui vont faire que des conjonctions, des coordinations plus ou moins favorables. Donc ça, c'est à retenir et ça va découler aussi sur les compétences à développer. Alors, pas uniquement pour les gens de la supply chain, entendons-nous bien, pour des gens de la production, de la maintenance, qui vont être de plus en plus concernés par le client, de plus en plus concernés par les partenaires, etc. Donc, effectivement, une capacité à utiliser les systèmes d'information, à visualiser, à créer des modèles, mais aussi à construire une vision systémique et à la faire respecter en tant que telle. Attention au travers qui consisterait à dire j'optimise tous les maillons de ma chaîne et je regarde ça de manière isolée. Si je pouvais vous marquer l'esprit avec une phrase, j'essaierais de reprendre celle de Carol Ptak, la personne avec Chad Smith qui a développé un système de planification pas révolutionnaire, mais évolué, c'est une évolution notable. On connaît le MRP2, le système de planification qui nous a guidés depuis la fin des années 50. Et ces derniers temps, il se caractérise, il se développe le DDMRP, Demand Driven MRP. Donc, vous voyez la sensibilité au client. Eh bien, est-ce que vous préférez être précisément faux ou approximativement correct? En gros, est-ce que vous préférez utiliser une approche cartésienne, analytique et tout modéliser et tout découper et penser que les systèmes d'information vont vous permettre de maîtriser tout ça? Ou est-ce que vous vous mettez, vous humain, avec un certain nombre de compétences dans une approche systémique et vous développez des points de contrôle et vous avez une vision grossièrement juste? Et je peux vous dire que cette approche-là, c'est ce qu'a développé un des anciens directeurs de Festo à Rohrbach. Donc, un certain nombre de nos clients ont visité cette usine-là et cette personne ayant fait si bien dans sa performance au niveau de l'usine est devenue numéro 1 du board Festo. Et c'est vrai qu'on parle de buffer et c'est une formation sur DDMRP que nous faisons aussi et ça nous inspire cette approche systémique. Et donc, ça se décline aussi sur les compétences pour les opérateurs et les techniciens. Autre sujet d'inspiration, c'est la notion de data scientisme ou data scientist. Et là, je suis allé piocher chez mes collègues italiens qui sont quand même une unité assez conséquente, plus de 10 millions d'activités sur la partie formation et conseil. C'est une source d'inspiration. Et ils développent des modules, notamment sur ce sujet data scientist. Et ça, tout le monde n'est pas ingénieur responsable, etc., du plus haut niveau, mais il y a une vulgarisation qui se fait des outils qui vont nous permettre donc d'aller trouver des informations de valeur. Ça, il y a tous les niveaux et sont concernés par ce genre de choses. Comprendre qu'il y a des points de contrôle et donc pas vouloir tout contrôler, mais des points de contrôle qui vont permettre de caractériser le process. Ensuite, créer des tableaux de suivi, des tableaux d'affichage, des dashboards. Savoir créer des modèles pour se référer aux modèles. Ensuite, reconnaître les opportunités. J'ai une activité, j'ai un modèle. Ça, c'est tout à fait faisable sur la consommation d'énergie. Nos systèmes de mesure d'air et de consommation d'air nous permettent de créer un profil de consommation d'air pour une machine. Eh bien, derrière, en capitalisant ces données, on est capable d'arriver à détecter, anticiper des décalages progressifs et donc de signaler des warnings en prévention. On aborde la smart maintenance avec un certain nombre de composants. C'est vrai, Festo
à la base qui communiquent, mais aussi derrière avec l'intelligence et les compétences humaines qui vont bien. Donc vous voyez ça aussi, le data scientist, mais tout ce qui touche au traitement de la donnée, ça doit être une source d'inspiration. Ça serait une recommandation que j'aimerais vous laisser. En définitive, et c'est là où j'aimerais bien juste faire une petite aparté avec Hervé, si Hervé est toujours là, eh bien, Oui, oui, oui. ce n'est pas, on en parlait tout à l'heure, Hervé, ce n'est pas une rupture le digital. Enfin, en tout cas, il faut surtout pas le vivre comme ça. Ici est présenté une sorte de process, enfin, c'est un process qui vise à comprendre les besoins et puis progressivement définir des compétences avec des niveaux pour s'assurer que les compétences dont on a besoin pour nos stratégies face à nos clients, eh bien, puissent être assumées par des profils et derrière, on fait les écarts et on développe des compétences. Il me semble, Hervé, que c'est un peu le quotidien de ton travail, tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Hervé, je travaille, je suis responsable de la formation et l'innovation dans l'entreprise Festo France. Oui. Et effectivement, c'est mon chantier, mon terrain de bataille. Et on a justement de ce point de vue des compétences et du propos que tu as tenu, Nicolas, qui était vraiment intéressant, c'est que effectivement, on s'aperçoit que tous ces systèmes de digitalisation qui nous environnent, qui viennent, je dirais, euh, travailler, enfin qui viennent prendre un peu de notre, ce que tu disais tout à l'heure, prendre un peu de notre travail. En définitive, nous on a lancé un grand chantier depuis 2 ans sur pour tous les services de l'entreprise. Que là, on a parlé surtout de bureaux d'études, de maintenance, mais il y a aussi le marketing, il y a aussi les achats, il y a aussi toute les finances, je dirais les services d'appel ou les services de réception d'appel, enfin tous ces services-là. On leur a proposé de travailler à travers des petites réunions d'intelligence collective sur quelle était leur valeur client au plus proche aujourd'hui avec ce qu'ils avaient déjà, eux, ressenti comme évolution. Et effectivement, le but était de se dire, bon ben voilà, moi dans mon activité tous les jours, j'ai des tâches qui me semblent vraiment très importantes pour mes clients. Et cela, il faut vraiment que je trouve le moyen d'être plus proche d'eux. Et puis j'ai des tâches qui, effectivement, de ce que j'entends, alors pour les centres d'appel, bah, des chatbots, pour les finances, bah, des systèmes qui sont capables de voir ce que je fais tous les jours et d'automatiser mes gestes après. Au niveau du marketing, effectivement aussi d'avoir des machines qui prospectent à la place des vendeurs. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on se dit, bah moi, ma valeur ajoutée, elle est où et comment j'apporte un réel service à mon client en m'aidant de ces outils, en m'accompagnant de ces outils, mais en étant, je dirais, plus proche et plus à l'écoute de ce qu'attendent vraiment mes clients. Et donc, ce travail depuis 2 ans qu'on mène m'a permis, moi, de mon côté, effectivement, de remonter des besoins et des compétences, puisque notre but n'est pas de travailler sur une rupture du personnel, mais plutôt d'accompagner notre personnel à évoluer dans ce monde digital. Et donc, et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, eux, l'expérience, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont travaillé longtemps dans ces domaines, donc ils ont toute cette richesse qu'on veut conserver, mais qu'on veut améliorer, qu'on veut accompagner pour qu'ils puissent, je dirais, Thomas, être le plus proche de nos clients en déléguant ces tâches aux machines, comme on dit. Et donc, les compétences, effectivement, bah, il faut aller vers d'autres sources je dirais de formation, d'autres sources d'approche pour ces gens qui sont très créatifs quand on leur pose des questions et D'accord. dans le sens où ils veulent aller. Voilà. Voilà un petit D'accord. peu le travail qu'on mène sur les compétences. Merci, c'est intéressant de voir que finalement, ce que je retiens, ça ne doit pas être uniquement industrie. On aurait pensé à nos ingénieurs du bureau d'études ou ingénieurs de Mm. vente, mais non, c'est global. Tout le monde est embarqué. Mhm. On a cette notion de je pars du client, de cette notion de progressivité aussi, c'est-à-dire qu'une somme d'actions et de développement vont nous permettre de toucher, j'imagine, à l'occasion un certain nombre d'outils digitaux, et c'est comme ça que l'on devient, comment dirais-je, pas accoutumé, mais open, c'est-à-dire ouvert à encore plus d'évolution. Bien. Merci Hervé pour ce témoignage. Je me permets d'avancer puisque
on a bien discuté. Je synthétiserai, enfin, je terminerai avec deux choses. L'industrie 4.0, c'est une transformation digitale. Oui, donc pensez à engagement. Et là, je vous laisse donc télécharger le petit document que j'ai mis en distribution sur Festo Manage to Engage White Paper. C'est nos collègues de Festo Great Britain qui ont produit ce document-là. Et c'est intéressant parce que là, on parle de compétences à faire évoluer. Donc, on ne vous a pas donné une compétence en particulier, mais peut-être une méthode et des sensibilités à avoir. N'oubliez pas que derrière, pour faire cette transformation digitale, c'est un projet à part entière. Il va falloir de l'engagement. L'engagement, c'est des actions du management et de la communication. Donc, ça veut dire que là aussi, pas uniquement les opérationnels devront bouger leur ligne et faire évoluer leurs compétences. On devra donc avoir ces managers qui assureront cet alignement entre les objectifs, la mission et la vision. C'est eux qui vont l'impersonnifier. Et ça c'est important. Et face à ça, vous avez incontournablement des traits de caractère qui vont plus ou moins s'opposer. Donc c'est différent des compétences. Ces traits de caractère, c'est bien parce qu'ils sont décrits à l'intérieur de ce white paper. Et vous verrez que vous allez rechercher d'abord à faire dans cette évolution des compétences et transformation digitale, vous chercherez à avoir des champions et des ambassadeurs parce que eux, ils auront un appui sur leur satisfaction personnelle, ils auront un alignement et certains seront plus ou moins menants. Et vous verrez que vous avez d'autres à convaincre, les prisonniers, les challengers, les sceptiques et les passagers. Eux, il faudra les ramener vers la case bleu clair. Et attention, il y a des saboteurs et des voleurs qui, peu importe leurs compétences, ont leur trait de caractère, c'est encore autre chose. Donc, prenez en compte ces éléments-là, téléchargez le white paper et vous verrez que voilà, autour du développement des compétences et de la transformation digitale, il y a, des choses à prendre en considération. Et pour finir, eh bien, c'est à la base un processus de développement et d'ajustement, comme on l'évoquait. Donc, un diagnostic bien pesé, euh, n'essayez pas de contourner cette étape-là, avec notamment une composante people, donc personne bien définie. Vous voyez que c'est le référentiel qu'on utilise chez Festo avec différentes branches sur le leadership et la culture du feedback. Tout ça, c'est important parce que sans ça, vous n'aurez pas cette amélioration possible et cette ouverture. Tout ce qui est les employés compétents, la structure pour piloter le développement des compétences, le système de communication, aussi bien au quotidien que sur des rythmes un peu plus espacés. Et un point qu'on n'a pas évoqué, mais sur lequel travaille Hervé aussi, c'est le onboarding, sur lequel on essaie de sensibiliser aux valeurs, au développement, au projet de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est en fin de compte un point incontournable de la transformation digitale. J'espère que avec ce tour d'horizon, ça vous aura éclairé un petit peu sur ce qu'on essaie de développer comme compétences au quotidien à travers nos formations, nos actions chez nos clients, nos actions de conseil, nos actions de suivi de projet, de soutien au projet. Faites-nous passer vos questions. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de répondre en live, mais je vais laisser tourner encore une petite vidéo pour que vous puissiez avoir le temps de poser vos questions. Voilà, cette petite vidéo qui vous a laissé le temps de poser quelques questions, on les compile et vous retrouverez nos réponses sur le site internet de Festo, sur la page LinkedIn, la page YouTube aussi, où nous collectons les différentes les différentes questions et nous tâchons d'y répondre. En tout cas, nous avons posté des présentations que vous pourrez télécharger. Merci de votre écoute. Au plaisir
semaine prochaine, a priori, une autre étape de l'industrie 4.0, plutôt sur l'aspect simulation.